Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VECA sur le thème télétravail et santé, quels risques psychosociaux anticipés avec de nombreux partenaires, partenariat avec SMACL et la MNT. Je rappelle que SMACL Assurance est aujourd'hui le leader de l'assurance des collectivités territoriales. En complément de ses contrats d'assurance, elle développe toute une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. La MNT est la première mutuelle des agents de services publics locaux en santé comme en prévoyance et elle protège plus d'1 million de personnes et elle accompagne aussi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Sont également partenaires l'association des DRH des grandes collectivités qui est à la fois un cadre d'échange, un espace de réflexion et de prospective et qui porte la voix des DRH territoriaux et suit avec vigilance la préparation et la sortie des textes. Et enfin, l'Association nationale de médecine préventive des personnels territoriaux, j'ai bien dit médecine et non des médecins, car cette association vise à inclure également les infirmières dans l'association et non uniquement les médecins du travail. Alors pourquoi ce sujet? Bien parce que le passage d'un régime subi à un régime choisi du télétravail s'organise petit à petit et le gouvernement a mis en place et en avant plutôt les avantages tant pour les organisations publiques que pour les agents. Mais quels que soient ces avantages, le télétravail nécessite une préparation et un accompagnement bien adapté. Sans ces précautions, il peut être la source de risques, générer des atteintes à la santé et à la sécurité des personnes concernées. On en connaît certaines, évidemment, augmentation du temps de travail, incapacité à s'organiser, des logements trop étroits ou inadaptés, dégradation de relations avec le collectif de travail, difficulté à décrocher et j'en passe. Il apparaît que les télétravailleurs sont particulièrement exposés aux risques psychosociaux et ce qui suscite un risque de désengagement et de perte de sens. Alors, ce sont des risques qui sont difficiles à appréhender par les employeurs car chacun perçoit son environnement à sa façon et vit les choses de manière différente et beaucoup n'osent pas en parler. N'est ainsi ce que certains ont appelé un télétravail gris, propice à de nombreux risques sur la santé et notamment psychologiques. Alors, comment l'employeur peut-il éviter certains risques et mieux encadrer le télétravail? Quels sont d'ailleurs les troubles en hausse dus au télétravail? Que dit l'accord cadre signé le 13 juillet qui vise à améliorer et favoriser le recours au télétravail? Les questions sont nombreuses et puis nous sommes là également pour répondre aux vôtres que vous pourrez poser grâce à la fenêtre questions à la droite de votre écran. Questions pas trop longues si vous le pouvez et nos intervenantes feront tout pour y répondre. Je précise également que ce webinaire sera en replay, en ligne, et que le lien vous sera envoyé dans les jours qui viennent, mais profitez de la fraîcheur du direct, si je puis dire, et restez en ligne avec nous. Fraîcheur du direct que nous allons vivre avec deux intervenantes, Aline Ridé, qui est adjointe au DGA Ressources Humaines au Conseil régional d'Île-de-France et vice-présidente de l'Association des DRH des grandes collectivités, dont j'ai dit quelques mots en introduction. Et Florence Caruel qui va nous rejoindre, c'est ça, la fraîcheur du direct, petit problème de connexion, mais qui n'a pas connu ça? Florence Caruel, médecin de prévention à Noisy-le-Grand et présidente de l'association que j'évoquais tout à l'heure de médecine préventive des personnels territoriaux. Alors, avant de s'arrêter un moment sur le contenu, je dirais, de l'accord cadre, Aline Ridé, ce serait peut-être bien de se reposer la question de quoi parle-t-on entre le travail à distance imposé pendant le confinement, hein, souvent à temps plein, et un télétravail plus sur la base du volontariat et à temps partiel. Aline Ridé. Oui, merci Hugues. Effectivement, moi je pense qu'il faut commencer par faire la distinction parce qu'on a un vécu qui a été parfois assez négatif entre ce télétravail, ce travail à distance imposé à temps plein dans des conditions, enfin sans préparation et dans des conditions qui étaient parfois un petit peu délicates, et puis un télétravail préparé, concerté, pour lesquels les agents et les managers sont formés et qui est à temps partiel puisqu'on est limité dans la durée et qui permet justement de gérer ce mode de travail parce que pour moi c'est un mode de travail et qui doit s'intégrer dans la semaine globale de travail de l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur ce côté, je vais dire, improvisation, si je puis dire.
Déjà, par improvisation, il y a le côté improvisation, il y a le côté imposé, qui est vraiment qui a fait que certaines personnes ont vraiment très mal vécu cette situation, et on peut le comprendre, hein, mais qui n'est pas la réalité du télétravail tel qu'il est cadré dans cet accord cadre notamment, et qui s'impose aux collectivités, enfin, qui s'impose dans son organisation, bien entendu. D'accord. Alors, je vous propose qu'on s'arrête un moment sur l'accord cadre lui-même, difficile à prononcer, en vous laissant nous en expliquer les grandes lignes. Oui, c'est ça. Je vous ai préparé un petit résumé. Alors, pardon pour ceux qui auront déjà lu l'accord cadre en détail, mais je pense que c'est important qu'on soit un peu tous sur les mêmes bases pour pouvoir travailler enfin, discuter de ce sujet. Déjà, l'objectif qui est annoncé, hein, de l'accord cadre, c'est de faciliter et améliorer le recours au télétravail. Je pense que les pouvoirs publics ont vu que c'était quand même un outil très intéressant. En revanche, il faut quand même un peu guider tout le monde dans cette pratique-là. Et donc, comme je vous le disais, c'est rappelé, je trouve que c'est intéressant, c'est un mode d'organisation parmi d'autres, hein, qui permet d'accomplir des missions de service public. Et on l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement, parce que ça nous a permis d'assurer des missions qui n'auraient pas été possibles dans un confinement strict, en tout cas. Donc ces objectifs sont intéressants. Et ensuite, il y a des enjeux qui sont exprimés, et ça c'est bien, c'est l'attractivité du service public. C'est vrai que le privé pratique, enfin, comme nous, on fait un bond en avant là, avec le confinement, mais disons, on pratiquait déjà le télétravail, et c'est pour les employeurs un facteur d'attractivité. Il y a un facteur environnemental, alors ça dépend du territoire sur lequel on est, mais qui permet aussi de faire des économies de transport. Il y a un impact territorial pour un meilleur équilibre entre les territoires. Et en tout cas, je ne sais pas sur d'autres territoires, mais en région parisienne, on voit quand même pas mal de personnes qui ont décidé de quitter le territoire pour changer de vie, mais qui aussi s'organisent différemment parce que quand ils ont la possibilité de faire du télétravail, ils revoient un petit peu leur mode de vie privé. Et donc, c'est vrai que ça peut être un facteur de revitalisation de certains territoires. J'ai Il y été, a aussi… hier, Pardon? j'ai été étonné hier de découvrir, j'animais une autre manifestation, de voir le nombre de collectivités qui n'auraient pas pu forcément, pour des questions de régime indemnitaire, etc., avoir accès à certains cadres, et qui ont pu les recruter parce qu'ils, d'abord, ils étaient dans une autre région, et également parce qu'ils avaient une offre en télétravail qui était visiblement très intéressante et qui convenait à ces personnes. Mais c'était de l'ordre du changement de vie, quoi. Ouais, c'est intéressant, hein, sociologiquement en tout cas. C'est un autre sujet, mais je trouve que c'est bien. Ouais. Il y a également un impact sur l'aménagement des locaux, puisque certaines collectivités, à juste titre, peuvent envisager en tout cas, de reconfigurer les locaux, voire de les réduire un petit peu. Et puis, il y a un impact aussi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, autant le confinement imposé, on a bien vu, les études nous ont montré que c'était assez défavorable au global aux femmes, autant l'égalité professionnelle peut être impactée positivement parce que ça permet justement de concilier des temps de vie. Notamment, je fais peut-être une aparté, mais à la région Île-de-France, nous avons travaillé sur un label égalité avec l'AFNOR, et l'AFNOR était assez sensible aux possibilités que nous offrons de faire du télétravail dans ce cadre d'égalité. Alors, le contenu, il s'applique depuis le 1er septembre 2021. Alors, bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais qui sont rappelées. Ça, je pense que c'est important. Le télétravail se fait sur la demande de l'agent. Donc, c'est sur la base du volontariat, avec bien évidemment l'accord de l'employeur, hein. Avec un maximum de 3 jours par semaine. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de fixer une limite supérieure pour avoir quand même un équilibre entre le présentiel et le distanciel. Donc 3 jours par semaine pour les agents à temps plein. On peut aller au-delà de 3 jours dans des cas particuliers qui sont rappelés dans l'accord cadre. Il y a des proches aidants, les femmes enceintes, les agents qui ont des difficultés, des problématiques de santé. Alors les lieux, c'est à la fois le domicile, mais ça peut être un autre lieu privé. Ça peut être aussi, certaines collectivités s'organisent de cette manière, un lieu à usage professionnel, mais qui n'est pas le siège habituel de travail de l'agent. Et puis des tiers-lieux. Et
Ne sont pas en revanche inclus dans cet accord cadre le travail sur site distant ou en travail nomade, puisqu'il y a un certain nombre d'agents qui sont amenés à se déplacer dans le cadre de leur mission. Alors bien évidemment, l'employeur fournit, enfin je dis bien évidemment, mais c'est important de le rappeler néanmoins, les outils de travail, hein, des outils de travail numériques pour pouvoir travailler, mais également des outils pour sécuriser les échanges et les données, et dans le respect du fameux RGPD que nous abordons tous avec plus ou moins de difficultés. Les outils, c'est quelque chose de nouveau quand même, parce que par rapport à la réalité qu'on a connue pendant la Covid, c'était… C'est là où je dis que la Covid, c'était bon, ça a été une expérience, on a su s'adapter, il y a eu de la résilience des collectivités, mais c'était pas des conditions optimales pour télétravailler. À la région Île-de-France, on a eu la chance d'avoir fait cette expérimentation depuis 2017 et on était prêts. Tout d'un coup, on a dit allez tout le monde en télétravail et ça nous a facilité la tâche, mais j'ai bien vu que d'autres collectivités qui ont dû improviser des agents qui ont travaillé sur leurs outils personnels. Ça pose des problèmes de sécurité, ça ne permet pas d'accéder à des outils métiers à distance. Enfin, c'est vraiment tout ça, ça amène à se dire qu'il faut vraiment, vraiment préparer. Donc là, on a vécu cette période de crise, ça nous a permis de faire un grand bond en avant. Mais maintenant, je pense qu'il faut vraiment se remettre en situation de bien préparer ce télétravail. D'accord. Surtout qu'il s'agissait parfois de données publiques en plus. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, non, il y a de véritables enjeux de sécurisation de la donnée, hein, c'est clair. Et puis ce que rappelle donc en dernier point de cette diapositive, l'accord cadre, c'est qu'on doit permettre l'exercice maintenant des droits syndicaux à distance. Donc ça, c'est un peu nouveau aussi. Et de votre point de vue, il y avait quelques questions qui commençaient à venir sur cette partie-là, justement sur le dialogue social via le télétravail, enfin télétravail peut-être pas le même, le dialogue social à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, chez vous se développe? Est-ce que ça a un impact sur le rythme des réunions, sur la manière de travailler ensemble? Alors, clairement, alors je suis désolée de revenir sur le confinement alors que je dis que c'est pas du tout la même chose, mais à ce moment-là, on a pris vraiment des habitudes de travail. On a eu des échanges extrêmement réguliers à distance. Tous les représentants du personnel avaient des outils. Ça nous a permis d'échanger en période de crise. Et en Vous fait, avez été mis en on a pris attente. cette Ne habitude. quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. On a pris cette habitude d'échanger, de communiquer, et je pense que là, ça Vous nous a avez fait été mis en un bond en avant pour la dématérialisation de ces instances. On continue d'ailleurs, hein, ça nous permet d'avoir facilement plusieurs personnes en instance paritaire. Après, c'est sûr que voilà, pendant toute cette période, on a surtout parlé de crise, de comment s'organiser, etc. Donc maintenant, dans le contenu, en tout cas, il faut qu'on revienne à des sujets plus habituel, on va dire. Voilà, je me permettais de vous faire cette remarque parce que nous avons eu un échange notamment avec les membres du Conseil supérieur de la fonction publique et qui ont expliqué que il y avait beaucoup plus de réunions qui avaient été facilitées avec la présence des élus qui ont parfois des agendas compliqués et que le fait de pouvoir bénéficier de ce genre d'outils faisait que beaucoup plus d'élus étaient présents à certaines réunions dans le dialogue social et que de ce côté-là, ça avait été un plus, même si, évidemment, il faut à un moment qu'il y ait du présentiel. Donc voilà, c'était juste pour intégrer cette remarque dans vos propos. Je confirme. Alors, pour l'éligibilité du télétravail, ce qui est intéressant aussi, ce qui est précisé dans l'accord cadre, c'est qu'on ne parle pas enfin même si après on va généraliser, on ne parle pas de poste télétravaillable, mais d'activité télétravaillable. Et donc, on peut réfléchir sur une fiche de poste à isoler des tâches qui sont télétravaillables pour permettre à l'agent, sur un temps déterminé, de télétravailler. Je prends un exemple, par exemple, à la région Île-de-France, on a des agents qui font de l'accueil et du standard. Eh bien, pendant qu'ils sont missionnés sur le standard, on leur permet de télétravailler, alors qu'un poste d'accueil, par définition, il doit franchement être en présentiel. Et donc, je trouve que ça permet d'ouvrir aussi le télétravail à des agents pour qui ça n'était pas spontanément prévu. Voilà. Et alors, ce que précise l'accord, c'est que l'éligibilité de ces missions télétravail a fait l'objet du dialogue social. Donc, ça, c'est aussi dans un accord qui doit être travaillé.
Et ça implique une réflexion sur l'organisation du travail, et c'est ce que j'illustrais par cet exemple-là. Ça nécessite aussi de s'organiser, alors à la fois agent par agent, enfin type de fonction par type de fonction, mais également au sein des équipes, et on en reparlera peut-être aussi, parce que je pense qu'il est très important d'avoir une concertation au sein des équipes pour savoir comment on s'organise à ce moment-là. Et nouveauté également, les apprentis et les stagiaires sont inclus, ce qui va faciliter les choses quand même, puisque quand ils sont intégrés dans les équipes, autant qu'ils soient traités de la même manière. Alors, il y a plusieurs questions qui sont déjà arrivées qui concernent cette partie-là, donc je me permets de les poser. L'accord cadre s'impose-t-il aux collectivités n'ayant pas délibéré sur ce mode d'organisation et qui ne souhaiteraient pas le mettre en place dans l'immédiat, plutôt les petites et moyennes collectivités? Alors, ce qu'on nous impose, c'est d'ouvrir le débat. Après, on peut, voilà, on n'est pas obligé de mettre en œuvre le télétravail, mais on doit avoir un dialogue sur le sujet. Parce qu'on voit bien que la question qui est derrière, c'est que des petites et des moyennes collectivités, il se pose le problème des moyens, notamment du matériel qu'on évoquait tout à l'heure. C'était la deuxième partie de cette question. Donc, il n'y a pas c'est un accord cadre, mais pas une obligation. Il faut dialoguer. Après, c'est vrai que les moyens, c'est vrai que l'outil est important, hein. Ce qu'il faut à minima, c'est pouvoir offrir à l'agent un PC portable. Alors après, je sais qu'il y en a qui ont fait des accords avec l'autorisation aux agents de travailler sur des outils personnels. Donc ça peut être une manière aussi d'ouvrir, même si c'est moins sécurisé, même si ça ne permet pas d'accéder par définition à des outils métiers. Voilà, après, c'est une question de dialogue entre l'employeur et les organisations syndicales qui vont représenter le personnel, et de trouver peut-être des accords en fonction du contexte ou de donner des échéances. Au fur et à mesure de renouvellement des équipements, on peut décider que les nouveaux équipements seront des PC portables qui permettront sur certaines missions de télétravailler, ou de prêter un PC portable en fonction des jours de télétravail. Je pense qu'on peut être assez créatif pour au moins avoir une expérience et rentrer dans ce mode de travail. Et pas exclure par définition des collectivités et des agents. Enfin, on exclut forcément des agents sur les missions, mais je pense qu'on peut faire preuve de. Enfin, on peut imaginer des choses, en tout cas, pour rendre le télétravail possible. D'accord. Je continue sur les quelques questions qui concernent plus l'accord cadre. Est-ce qu'il y a un délai idéal pour établir un accord cadre? Je ne sais pas si c'est une véritable question. C'est-à-dire, je pense que le plus rapide est le mieux, mais pas de. Oui, pour moi, j'ai envie de dire, ça dépend d'où on vient. Et ça dépend de ce qu'on a vécu justement dans cette période un peu expérimentale. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer. Si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est il faut bien préparer, il faut former en amont. Il faut bien se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'est le travail et qu'est-ce qui n'est pas le télétravail, comment on fonctionne, comment on collabore en équipe. Enfin, il y a vraiment toute une préparation qui est vraiment très importante pour moi. Il vaut mieux se prendre un tout petit peu plus de temps et pas se précipiter, mais bien sûr qu'on a bien cadré les choses, plutôt que de le mettre en œuvre dans l'urgence. Et je pense qu'un accord cadre, on peut toujours signer un accord cadre en se disant, ben, on se donne le temps de préparer et on mettra en œuvre à une échéance un peu plus tardive. D'accord. Et puis encore une ou deux petites questions et après on continuera avec votre présentation parce que je sais qu'il y a beaucoup de réponses aux questions qui nous sont posées. Donc le temps de la réponse viendra. Mais juste une qui a été posée par plusieurs personnes. Est-ce qu'un agent peut se déclarer en accident, un accident de travail en télétravail? Ah oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut bien intégrer, hein, alors, on peut imaginer que en préparant le thé, il se brûle avec la bouilloire, et ça, c'est un accident de travail, puisque c'est en travaillant. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est prévu dans l'accord 4, je crois effectivement, il peut y avoir des accidents de travail en télétravail, et il faut les reconnaître. Très bien. Et puis une toute dernière, est-ce qu'on est couvert il y a une couverture par une assurance pour le matériel qui est prêté par la collectivité pour le moment de télétravail à la maison? Est-ce que ça peut Ça, j'ai envie de dire, c'est la collectivité. Ouais. Ça, c'est la collectivité qui doit prévoir. C'est une question d'organisation interne, hein. C'est vrai qu'à partir du moment où on a des ordinateurs portables, je pense que soit on décide ou pas d'ailleurs de les assurer contre le vol, contre la casse. Je pense que ça fait partie, c'est de l'organisation interne. D'accord.
On espère que le matériel de Florence Caruel est assuré, parce que pour l'instant, simplement des difficultés de connexion. Je vous propose que nous continuions. Alors, on a déjà parlé de ce point-là, mais effectivement, la mise en œuvre du télétravail doit être précédée par du dialogue social. Et enfin, vraiment, moi, je le recommande pour l'avoir fait. C'est extrêmement important. Ça permet de… Enfin, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les agents sont très, très demandeurs de télétravail. Donc là, il y a cette pression d'un côté. Après, les organisations syndicales sont là aussi pour anticiper des risques, et notamment les risques psychosociaux dont on peut parler là. Mais, et donc, c'est vraiment important d'avoir ce débat, ce dialogue, de bien préparer les choses. Ils sont aussi relais pour nous aider. Et donc, ça, c'est un point qui me semble très important. Ça permet aussi de réfléchir, de maturer le projet quand même. Alors, un point important qui est rappelé dans l'accord, hein, c'est que le télétravailleur a les mêmes droits et devoirs que lorsqu'il exerce dans les locaux. Donc, on peut lui demander la même chose en termes de mission quand il est à distance. Alors, il y a un point aussi qui est un point d'avenir, à mon sens, c'est que le texte insiste sur la nécessité de garantir un droit à la déconnexion qui doit être négocié. Alors, ça, c'est un sujet un petit peu compliqué, enfin, à mon sens, hein, peut-être que d'autres trouveront que c'est un sujet facile, parce que pour moi, tout l'intérêt du télétravail aussi, c'est de travailler sur de nouveaux modes de management. C'est-à-dire que l'agent qui est en télétravail, on lui a fixé un objectif. On n'est pas là pour voir s'il est bien là, s'il prend sa pause café, s'il discute avec quelqu'un ou pas. Voilà, il a une mission et il doit l'exercer dans un temps qui est donné. Du coup, le grand intérêt, c'est de pouvoir s'organiser aussi quand on est en télétravail. Et donc, alors, qu'on ait des règles collectives, de se dire on n'envoie pas des mails après telle heure, on n'attend pas une réponse à 10 heures du soir. Mais je trouve que c'est important de permettre à chacun de travailler un peu, avec un peu plus de latitude qu'au bureau, parce que c'est le grand intérêt pour moi, mais c'est un avis personnel, du télétravail. Et bon, donc il y a des propositions qui consistent à couper les serveurs à 20 heures, etc. Je trouve que ça fait, pour moi, c'est un petit peu antinomique, mais ça peut être sujet complètement à débat, parce que je peux reconnaître que, voilà, il puisse y avoir d'autres conceptions du télétravail. Et puis, il faut reconnaître aussi que, bon, il y a des managers, même si on leur dit faire attention, etc., qui peuvent, voilà, des managers ou parfois des agents qui s'organisent avec des horaires très, très décalés et qui peuvent peut-être générer un stress sur leurs collègues en envoyant des mails à un peu à n'importe quelle heure. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas être d'abord dépendre de certains métiers, d'un certain niveau d'encadrement aussi, et puis peut-être d'accords de confiance réciproque à l'intérieur de certains services? Oui, enfin, ça impacte plus des personnes qui sont un peu plus élevées dans la hiérarchie parce qu'elles seront plus facilement sollicitées. Mais enfin, en tout cas, nous, à la région Île-de-France, on dit le télétravail est aussi basé sur la confiance, la responsabilisation et puis une organisation assouplie. Et si quelqu'un a envie d'arrêter, je ne sais pas, à 5h30 pour s'occuper de ses enfants, mais qu'à 9h30, quand tout le monde est couché, a besoin de s'y remettre pour faire ses horaires de travail, en réalité, moi, ça ne me pose aucun problème. Ou quelqu'un qui veut se lever très tôt parce qu'il est plus performant à 6h30 du matin, ça ne me pose aucun problème non plus. Je pense que parce que l'intérêt du télétravail aussi, c'est que ça nous amène dans une autre approche du management, une autre approche du collectif et une autre approche de la collaboration. Donc, ça ouvre des possibilités et c'est ça que je trouve intéressant, mais il faut quand même en discuter parce qu'on reste dans un collectif. Oui, bien sûr. Encore faut-il que la liberté de l'un n'entache pas celle de l'autre, quoi. Voilà. Donc, alors, vous parliez aussi de la prise en compte de la santé, de la sécurité et des conditions de travail hors des locaux. Oui, c'est ça. C'est un autre point alors qui rejoint la question qui vient d'être posée, hein. Effectivement, l'employeur a l'obligation de se préoccuper de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents, même en dehors des locaux. Alors évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est un peu plus compliqué d'intervenir sur le lieu d'habitation des agents. Après, notre rôle, c'est de donner des conseils.
Et je pense que la formation est vraiment là pour ça. Et donc, dans les risques, les troubles musculo-squelettiques, il y a aussi les conseils sur comment se positionner, bouger de temps en temps, enfin voilà, des conseils de santé. Et puis des risques psychosociaux aussi au sein de l'équipe et les managers pour identifier des signaux faibles, des agents qu'on voit plus, qui s'isolent, etc. Et donc, ça, c'est on peut avoir connaissance de situations familiales compliquées qui fait que le télétravail a renforcé certaines choses. Alors bon, c'est difficile, hein. C'est là que je parle de collectif pour les alertes, parce que bon, on est par définition, on est un peu à la marge du professionnel et du personnel, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des enquêtes beaucoup de questions arrivent, alors je ne peux pas ne pas vous les poser, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des enquêtes dans le cadre du CHS au domicile de l'agent qui est en télétravail? Alors, en théorie, oui, mais il faut que l'agent ait donné l'accord pour qu'on puisse aller dans son domicile. Donc, je pense qu'en pratique, c'est quasiment non. Oui. Mais en théorie, oui. Très bien. Mais je vous propose qu'on continue. Alors, voilà, donc l'accord cadre parle de management et ça, je trouve que c'est vraiment une ouverture intéressante. Parce que comme je vous le disais, je pense que cette approche de télétravail nous amène à reconsidérer les méthodes managériales. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans ce contexte-là, que les managers fonctionnent par objectif. Et ils sont obligés, et c'est intéressant d'ailleurs, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant pour les organisations, mais ils sont obligés de fonctionner sur la confiance. C'est-à-dire que je donne une mission, et puis je ne suis pas là derrière tout le temps, et je suis juste là pour vérifier que ça a bien été réalisé, et sinon pourquoi, est-ce que je peux aider, etc. Mais vraiment, on est dans une approche qui est plus le manager manager par objectif, le manager animateur d'équipe. Et là, je trouve que ça ouvre sur d'autres perspectives, mais qui rend aussi la situation assez compliquée pour les encadrants. Parce que non seulement il faut qu'ils continuent à faire leur métier habituellement, mais qu'ils soient aussi qu'ils soient beaucoup plus animateurs et puis qu'ils apprennent aussi à piloter des équipes qui peuvent être à la fois en distance et en présence. Et du coup, une des recommandations vraiment que j'ai pratiqué à la région Île-de-France, c'est il faut aussi beaucoup accompagner les managers. C'est-à-dire que quand on accorde du télétravail, il faut former l'agent qui télétravaille sur ce mode de fonctionnement, mais également accompagner les managers, alors à la fois sur des méthodes managériales, mais également pour être vraiment en soutien, parce que c'est pas toujours évident. On se retrouve confronté à des problématiques un petit peu différentes, des situations différentes. Et je pense que pour en tout cas la direction générale, les DRH, il faut vraiment prévoir des dispositifs pour bien soutenir les managers quand on met en œuvre le télétravail. Ouais, Donc, le deuxième point, c'est qu'il on a le son, je pense qu'on a le son sur France Caramel, non? On a quelqu'un. Je ne sais pas si la technique peut nous aider. C'est bon, on vous entend. Ouais, d'accord. Donc, on est dans l'exemple du télétravail en direct. Illustration complète. Il faut être adaptable, voilà. Absolument. Non, mais là, vous nous donnez une belle leçon de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc. Et donc, comme je le disais, le deuxième point, là, mais qui est vraiment mis dans l'accord cadre, et je trouve ça, une fois de plus, très intéressant que l'accord cadre s'intéresse à ces problématiques, c'est aussi revoir les processus de travail et parfois les processus de décision. Et ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose que j'encourage chacun à prendre en considération. C'est une bonne réflexion. Le fait qu'on soit à distance, eh bien, il faut fonctionner un petit peu différemment. Et puis, c'est aussi une occasion de se questionner sur ces processus, quoi. Alors, comme je le disais, c'est l'occasion de promouvoir la confiance, l'autonomie et le sens des responsabilités. Et ça, c'est un bond en avant aussi dans le collectif pour les équipes. Pardon, D'accord, je continue. Et donc, ce que je disais également, c'était que l'encadrant doit être le garant du lien social et l'animateur d'équipe. Et le lien social, c'est aussi quelque chose qui est parfois un petit peu nouveau. C'est-à-dire s'assurer que l'agent en télétravail
ben, va bien, et donc on l'appelle, on voit s'il assiste aux réunions, si les caméras sont ouvertes ou sont coupées. Enfin, pas mal de signaux qui sont un petit peu différents des signaux en présentiel où on voit que ben, un agent va plus très bien euh, parce qu'il reste dans son coin, il parle plus à ses collègues, etc. Donc là, c'est un petit peu d'autres signaux qu'il faut savoir décoder. Et donc, du coup, dans l'accord cadre, et ça, vraiment, je souscris à 100%, l'accent est mis sur la formation, l'accompagnement du manager et des équipes. Mais le manager, c'est vraiment un maillon à ne pas oublier, à mon sens, dans cette mise en œuvre du télétravail. Alors, il y a pas mal de questions qui nous demandent, en gros, à titre d'exemple, ce que vous avez mis en place, par exemple, comme formation et comme accompagnement des managers à la région. Alors déjà, quand toute personne qui télétravaille suit une journée de formation pour savoir déjà un cadre légal, c'est quoi le télétravail, comment on s'organise, quels sont les droits, les obligations, enfin vraiment recadrer mais le B à bas. Avec également comment fonctionnent les outils et la manière de fonctionner. Après, on encourage les équipes à s'organiser par équipe. Quel jour de travail, comment, les réunions d'équipe, est-ce qu'on les fait en présentiel, c'est quel jour, qui vient, ou alors est-ce que c'est complètement en distanciel, parce que des fois, c'est intéressant d'avoir des réunions qui sont strictement en distanciel, tout le monde est là, ça commence à l'heure, on l'a vu, hein, ça finit à l'heure, bon voilà. Et puis les managers, donc on les forme spécifiquement justement sur ces méthodes de management par objectif. Et ça nous permet, nous, RH, de pouvoir faire des rappels sur ce qu'on attend des managers aussi. Donc on parle effectivement de confiance, d'autonomie, de sens des responsabilités. On parle également de qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas, parce que des fois ça ne fonctionne pas. Si je suis encadrant et que voilà, j'arrive pas à joindre l'agent qui est en télétravail, bon, ben voilà, quels sont les moyens qui sont à disposition pour arrêter le télétravail, parce que c'est pas une obligation pour l'employeur. On peut revenir en arrière, il y a des manières d'avoir un dialogue avec l'agent et puis après de lui dire bah non, dans ces cas-là c'est fini. Et puis donc on a des formations et puis aussi on a des ateliers et en mode un petit peu co-développement, c'est-à-dire quelles problématiques j'ai rencontrées, comment je les ai résolues, des groupes d'échange en tout cas, qui permettent de détendre en fait la pratique des managers. De dire, ah, bah, je suis pas seule à rencontrer ça, que, enfin, que nous recommande d'abord l'ARH et le top management. Et puis, voilà, d'autres ont trouvé des bonnes idées et donc je peux les appliquer. Donc, je pense que ces zones d'échange, tout simplement, sont vraiment très utiles pour pouvoir dédramatiser certaines problématiques qui sont rencontrées par les managers. Alors, puisqu'on parle de formation, est-ce qu'il y a également et comment faire pour prendre en compte les agents, leur faire prendre conscience des risques professionnels, de l'ergonomie, et leur donner éventuellement des conseils pour mieux télétravailler ou en tout cas dans de meilleures conditions? Oui, alors nous, ça fait partie aussi de la formation, pensez à bouger, la posture, installez-vous bien, la lumière, enfin bon. On a édité aussi un guide, donc un guide du télétravail qui est sur le site de la région d'ailleurs, hein, qui Ça se s'adressait trouvait sur aux le site de la entreprises de la région? région. D'accord. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, voilà, il y a quelques conseils et, euh, et voilà, donc on a ce type de conseils voilà, pour les agents. D'accord. Un certain nombre de questions concernent le fait des problèmes d'intégration qu'il y a pu y avoir notamment pendant la Covid, mais également quand on est en période de télétravail ou pour des agents, des nouveaux agents ou des stagiaires qui arrivent. C'est pas évident de trouver sa place. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous conseillez, qui sont mises en place? Oui, alors moi ce que je conseille, c'est d'avoir une période d'adaptation, hein. Alors qui peut être négociée. Soit on peut dire bon bah c'est 2 mois et puis au bout de 2 mois l'agent peut télétravailler, donc ça c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre. Moi je pense que ça peut se négocier aussi en fonction du métier exercé. Est-ce que l'agent a déjà fait du télétravail dans d'autres collectivités ou pas? Est-ce que l'équipe est bien rodée ou pas? Euh, voilà, ça c'est un peu pour moi un dialogue entre le manager et l'agent. Puis ça dépend, vous voyez, à la région Île-de-France, on a les 3/4 des agents qui sont en télétravail, enfin là, au siège, hein, bien entendu.
dont plus de 85% à 2 jours. Donc, c'est vraiment un mode de travail qui est bien intégré. Donc là, je pense que c'est plus facile pour un nouvel arrivant de s'intégrer rapidement. Voilà. Et puis, il faut bien évidemment maîtriser les outils. Je pense qu'il faut quand même une période d'adaptation. Bon, enfin, ça sert à rien de faire venir un agent en période d'adaptation un jour où ses collègues sont pas là parce qu'ils sont tous en télétravail. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans l'excès. Bien sûr. Il y a de nombreuses questions que je vais résumer en une seule. Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais peut-être nous redire en gros les étapes à respecter pour prendre le problème dans le bon sens, si je puis dire, par le bon bout, et pas commencer par pas oublier une étape qui est importante dans la mise en place du télétravail, d'un télétravail organisé. Alors, une fois de plus, il faut préparer, préparer et préparer. Donc là, c'est vraiment important de préparer justement avec les organisations syndicales. Ça permet de penser à toutes les questions. Et puis de signer un accord, ça permet de formaliser aussi finalement comment chaque collectivité conçoit ce travail. Donc là, c'est important de fixer un cadre et des règles du jeu. Quand est-ce qu'on travaille, pour faire quoi, voilà. Je pense qu'en fonction de la maturité et puis de la collectivité, je pense qu'il est important de déterminer ses limites. Il faut former, ça je le répète, il faut former vraiment. Ça, c'est important. C'est vraiment la clé du succès. Et puis, on peut faire une expérimentation parce que il y a beaucoup de collectivités qui vont expérimenter et je trouve que ça permet aussi de voir un peu comment le télétravail est accepté dans l'organisation, quels sont des problèmes spécifiques qui peuvent se poser. Voilà, ça permet de se donner un petit temps avant de déployer complètement. Nous, on avait expérimenté 3 mois. Bon, on l'avait préparé pendant 1 an. Hein. Vraiment, c'était vraiment très, très préparé. Mais même 3 mois, ça permet de se sécuriser et avant de déployer complètement. Bon, c'est maintenant l'intérêt de la territoriale, c'est qu'on peut aller on peut aller voir les collègues, voir comment ils ont Oui. préparé, comment ils s'y sont pris. Et pour des petites collectivités, c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément se préparer à ça et profiter de l'expérience de celles qui étaient ouais. plus. C'est vrai que c'est pas la peine de réinventer la roue. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a des accords qui existent, qui sont inspirés. Il y a des pratiques, on peut échanger avec les collectivités aux alentours. Ça permet ça facilite la mise en œuvre en réalité, quoi. Donc moi, je recommanderais aussi vraiment d'aller voir un peu comment ça se passe chez les autres, et de prendre les bonnes pratiques et puis d'expérimenter. Ça met tout le monde dans le bain et puis ça permet peut-être aussi de travailler l'acceptabilité. Parce qu'on n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai que certains managers, par exemple, peuvent percevoir le télétravail comme les gens sont chez eux, donc ils ne travaillent pas. Mais le fait de télétravailler permet de voir que si, quand on travaille chez soi, on travaille. Et donc, si vous voulez, nous, par exemple, dans la région Île-de-France, les managers sont télétravailleurs et travaillent un petit peu moins que les autres agents, mais vraiment dans des proportions massives et de manière massive quand ils télétravaillent 2 jours. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Ça permet aussi peut-être de travailler l'acceptabilité d'agents qui ne peuvent pas télétravailler du tout, et donc d'acculturer, de pouvoir en discuter, dire que voilà, il y a des missions qui sont télétravaillables et d'autres pas. Moi, ce que j'expérimente, c'est qu'il n'y a pas trop de débat autour de ça, parce que voilà, il y a un pragmatisme qui prévaut, quoi. On a quand même un certain nombre de remarques qui nous disent que dans certaines collectivités, ce sont que des témoignages, il y a un certain nombre de préjugés concernant les télétravailleurs et que même personnes disent que ce serait pas mal que leur N+1 ou en tout cas supérieur expérimente le télétravail pour qu'ils se rendent compte de la réalité, de ce que ça représente. Et je trouve ça intéressant quand le travail est impulsé par le haut. Et si vous voulez, moi, quand je vois mon directeur général en télétravail, je trouve ça vraiment excellent parce que voilà, il n'y a rien de tel qu'expérimenter. Et là, on est aussi sur l'exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit oui, faites du télétravail, mais moi, je ne veux pas le faire parce que j'ai un job sérieux. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai un job sérieux qui n'est pas télétravaillable. Beaucoup de remarques, là on a parlé de DG, etc. Mais il y a aussi l'encadrement intermédiaire. Alors c'est un sujet en tant que tel, l'encadrement intermédiaire dans les grandes organisations, mais même dans les plus petites, que ce soit dans le public ou dans le privé.
Et est-ce qu'il y a un souci particulier qui leur est porté? Parce que c'est vrai ils sont coincés aussi entre des supérieurs et puis des agents en dessous, et avec des messages à faire passer, tous ceux qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est mis en place pour eux? Ou vous Oui, alors, recommandez, hein? c'est pour ça que je disais en général, il faut vraiment les épauler, quoi. Si j'ai un point d'alerte, c'est vraiment que au moins les services RH soient vraiment à l'écoute des managers et qu'ils puissent relever leurs inquiétudes, leurs difficultés. Parce que on peut voir, alors je reviens sur la période de Covid qui était un petit peu plus difficile à gérer, mais je vois qu'il y a des managers qui ont mis des problématiques sous le tapis. C'est-à-dire des agents dont ils n'avaient plus de nouvelles, et plutôt que de venir nous le dire en disant bah, ça marche pas, j'y arrive pas, on a découvert bien plus tard, ou plusieurs mois après, que les agents et ça, je pense que c'est aussi parce que voilà, ils n'osaient pas amener leurs difficultés. Et je pense qu'il faut aussi créer une possibilité de dialogue pour que chacun puisse dire, bah là, avec tel agent, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Un agent qui travaille très bien en présentiel, généralement, il n'y a pas de problème en distanciel par expérience. Les agents qui posent déjà un peu de problématiques en présentiel, ça ne s'arrange pas en distanciel. Voilà, alors des fois, on n'ose pas trop leur dire non parce que voilà, il y a une pression. Et je pense qu'il faut avoir le courage à un moment donné de dire ah ben non, ça va pas être possible. Et puis il faut avoir le courage de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand ça fonctionne pas, il faut dire, c'est prévu d'ailleurs, hein, il y a un processus, il y a un entretien. Et bien voilà, on a décidé qu'on arrêtait, qu'on mettait fin. Ça peut être même dans l'intérêt du service, donc ça peut intervenir assez rapidement. Mais tout ça, je pense qu'il faut que le manager soit épaulé par la RH, quoi. Ce sont des outils à mettre en œuvre. Voilà. Et puis alors il y a des managers, donc là on parle de managers qui ont des équipes encadrées qui sont en télétravail, puis il y a aussi des managers qui ont des équipes encadrées qui ne sont pas en télétravail. Et donc on a un débat là-dessus, c'est est-ce qu'on doit leur permettre de faire du télétravail ou pas? Donc nous, par exemple, dans les lycées, on a des chefs de cuisine donc, qui encadrent des personnes, des cuisiniers, du personnel de service qui ne peuvent pas télétravailler. On expérimente, alors on est en phase d'expérimentation. Je vous disais, l'expérimentation, ça permet de se faire une idée sur quelques jours par an, hein, voilà, ou sur certaines missions. Donc on met en œuvre ce que je vous dis, c'est-à-dire que par exemple, pour passer des commandes, pour prévoir les plannings, pour prévoir les menus, eh bien, on leur dit, on se dit, ben là, pendant une demi-journée, une journée, ils peuvent le faire en télétravail. Et donc voilà, c'est histoire de réfléchir un petit peu plus loin sur comment on peut pousser la démarche et puis travailler sur l'acceptation des équipes en disant, bah oui, mais moi je fais les plannings, moi je fais les commandes, donc je peux le faire à distance. Et je pense que de plus en plus, on sera amené je pense que ça sera de plus en plus accepté, mais si on est vraiment transparent sur ce qui se passe en télétravail, ce qui se passe en présentiel. Alors, comme vous êtes seul avec moi, vous êtes sur le grill, mais je continue les questions en espérant qu'à un moment, Florence pourra nous rejoindre. Là, il y a une question qui est un petit peu l'illustration de ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que les agents qui sont dans des missions non télétravaillables, comme par exemple les espaces verts, lorsqu'ils vivent mal que d'autres soient en télétravail, est-ce qu'il y a un travail de médiation, si je puis dire, entre… Ça fait peut-être partie de la pédagogie dont vous parliez tout à l'heure et des explications qu'il faut donner à tout un chacun. Oui, moi je pense qu'il faut être dans le dialogue et transparent. Je vous dis, bon, nous, la région Île-de-France, on a 80% des agents qui sont dans les lycées et donc ils ont des missions non télétravail, sauf les exceptions dont je viens de vous parler. Et voilà, avec le dialogue avec les organisations syndicales, il n'y a jamais eu de débat pour dire on veut faire le ménage chez nous, enfin, à distance, quoi. Je pense que quand on est vraiment dans le pragmatisme, voilà, c'est quelque chose qui se comprend très bien et qui s'accepte. Alors, c'est pour ça que, par exemple, on a des débats dans l'association des DRH, quand on parle d'indemniser le télétravail, je pense que là, il peut y avoir des sujets à un certain moment. C'est-à-dire que quand on indemnise, pourquoi pas des frais qui sont engagés lors du télétravail, mais d'indemniser des journées comme c'est prévu dans l'accord 4 d'ailleurs, 2,50 € par journée, que l'on a décidé d'indemniser. On n'est pas obligé d'indemniser et on peut choisir le nombre de jours qu'on indemnise. Mais je trouve que là, on met le doigt dans quelque chose qui est un petit peu compliqué et à expliquer, notamment pour les agents qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que non seulement je peux travailler chez moi, donc je m'économise le transport, mais en plus, j'ai droit à 2,50 € et ceux qui ne viennent pas, alors qu'est-ce qu'on leur offre, quoi? Enfin, ceux qui ne peuvent pas télétravailler chez eux, pardon, qu'est-ce qu'on leur offre? Et donc là, et à l'association des DRH,
on est quand même assez soucieux sur ce point-là. Voilà. Mais je pense que quand on explique bien, voilà, et puis voilà, les médecins, par exemple, alors on fait de la télémédecine, c'est peut-être un mauvais exemple, mais il y a un moment donné, il y a des métiers qui sont pas que des métiers de col blanc, qui se font forcément en présentiel. Un dentiste, vous pourrez jamais faire de la télémédecine. Donc ça me paraît important. Voilà. Non, mais on est. Et quand on est transparent, je pense que, enfin, nous on a expérimenté en fait, voilà, que ça se passait bien parce que, voilà, si on est de bonne foi et qu'on est pragmatique, ça marche, quoi. Alors, je vais enchaîner les petites questions avec, parce que le temps passe à une vitesse folle. Est-ce qu'il est prévu, ou est-ce que vous avez entendu parler de l'intérêt de l'association aussi, puisque vous pouvez parler au nom de vos collègues, une sorte de questionnaire anonyme sur la santé morale des agents, une espèce de suivi cadencé dans le temps? Oui, ça c'est enfin, on s'interroge sur ce type d'outil, effectivement, qui, à mon sens, n'a d'intérêt que si on le fait vraiment, comme vous le disiez, sur la durée. C'est-à-dire que ça permet de voir si à un moment donné, il y a un décrochage, et notamment par rapport aux risques psychosociaux. Alors, toute la difficulté, c'est à mon sens, de le faire de manière anonyme, et donc il faut des équipes qui soient suffisamment conséquentes pour qu'on puisse pas identifier telle et telle personne. Alors, il y a des outils collaboratifs qui permettent aussi de faire des suivis. Moi, je trouve, enfin, personnellement, mais on en est vraiment très en amont, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais tester et expérimenter. Donc, je n'ai pas d'avis complètement tranché sur la question. Et je pense que par rapport aux risques psychosociaux, justement, à distance, ça peut être une bonne manière sur la durée de voir s'il y a des dérives. D'accord, oui, absolument. Est-ce que vous avez imposé une journée par semaine pour le moment où toute l'équipe est présente? Alors j'imagine que toute la région, au niveau de la région, ça peut être compliqué, mais peut-être par service, je ne sais. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors nous, surtout, ce qu'on a dit, c'est la recommandation qui était quasi une injonction, c'est il faut vous organiser par équipe. Donc en fonction de la taille, c'est le service, c'est la direction, mais il faut que par équipe, il y ait une manière concertée de fonctionner. Alors, du coup, les équipes en général ont décidé qu'il y avait au moins un jour de présence collective dans lequel il y a la réunion de service, la réunion de direction, où tout le monde peut se voir. Il y a aussi des équipes, alors beaucoup plus rares, qui ont déterminé des jours imposés de télétravail quand il y a du télétravail. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que le fait de ne pas avoir des réunions présentielles, ça permet aussi de faire des réunions. Alors, en distanciel, hein, il y en a qui apprécient plus ou moins, mais bon, on s'est habitué. Mais là, ils disent, tel jour, tout le monde est à distance et justement, on se voit à distance. D'accord. Alors, on m'annonce que Florence Caruel est en ligne. Est-ce que vous nous entendez, Florence? Ben, écoutez, pas pour l'instant, mais en tout cas, si jamais vous nous entendez, n'hésitez pas à prendre la parole pour me le dire. Sinon, on va continuer sans vous. Mais sinon, j'aurais effectivement quelques questions à vous poser, pas sur votre connexion, mais sur le fond du sujet. Bon, Et pour écoutez, revenir sur le collectif, là, je pense que c'est important pour prévenir les risques justement sur la santé, d'être vraiment dans l'échange, dans la concertation, voilà, que globalement l'équipe soit d'accord sur la façon de fonctionner en fonction de son métier. Parce que il y a des équipes, une équipe de comptables qui a pas de réunion ou peu aura forcément une recommandation d'organisation qui sera différente d'une équipe de chargés de mission qui est toujours à droite à gauche. Et donc c'est important aussi de coller au métier, à l'organisation, et à mon sens de pas être trop dogmatique, mais vraiment d'être dans ce niveau de collectif. En fait, c'est vraiment un point qui me semble important. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, bonjour. Très bien. Bonjour. J'ai suivi avec attention tout ce qu'a pu exprimer Madame Ridet et je partage complètement ce qu'elle a pu dire jusqu'à présent. Bien. Écoutez, malheureusement, il nous reste assez peu de temps, donc je vais mettre
au repos, si je peux dire, Aline Ridet, qui a été plus que questionnée. Il y avait un certain nombre de questions, mais je vais essayer de les résumer en deux questions, parce qu'il nous reste assez peu de temps, et j'en suis désolé. La première, c'est est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les troubles qui ont été véritablement en hausse dus au télétravail? Et puis, comment s'inscrit le rôle du médecin du travail afin de diminuer tous les effets du télétravail et les détecter, et le lien que vous avez avec les collectivités dans lesquelles vous travaillez. Donc, il y a à la fois la liste des troubles et la place du médecin, le rôle du médecin. J'espère que vous m'entendez. Bien, ben écoutez, Florence, on va attendre qu'elle revienne. Éventuellement, Aline, sur le rôle du médecin, en tout cas le lien que vous avez avec le médecin du travail, je vous poserai la question. Alors, les troubles, je ne dirais pas qu'ils ont été nécessaires. Oui, je vous entends. Allez-y. Allez-y. Ah. Faites comme si j'étais là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, mais c'est très haché. Oui, donc les troubles, je n'ai pas observé plus de troubles que d'habitude, mais simplement des troubles un peu différents, avec l'apparition de nouveaux risques psychosociaux, des cristallisations de problématiques relationnelles entre les agents, très probablement liées à un manque de préparation dans la mise en place du télétravail. Et Madame Ridet le disait, il est vraiment important de préparer le télétravail, de définir les tâches, de voir comment on va contrôler la réalisation du travail, de cadrer l'autonomie que cela suppose de télétravailler. Et c'est vraiment cette préparation-là qui manque parfois. Ça a été très vrai au moment du confinement, notamment. Et sur le rôle du médecin du travail c'est d'alerter la direction, de pouvoir garder le contact avec les agents et notamment avec ceux qui sont en difficulté, de faire remonter les problématiques au niveau de l'encadrement et de la direction pour les encourager à mieux préparer les choses et surtout à mieux former les encadrants, hein, parce que c'est quand même eux qui vont être les chefs d'orchestre de tout ça. Et si eux ne sont pas formés pour savoir comment ils doivent encadrer, et tout à l'heure, Madame Ridet parlait de nouveaux modes de management, c'est vraiment cela. Donc, quelle formation on met en place auprès des managers pour qu'ils soient en capacité d'encadrer correctement leurs télétravailleurs? Et pour être plus factuel, c'est-à-dire que si vous intervenez, vous, dans une formation auprès de managers, vous leur dites quoi? De travailler la confiance et l'autonomie, de fixer un cadre de travail, de bien définir les tâches qui sont télétravaillables des autres, de revoir toute l'organisation du travail en tenant compte de tous, y compris de ceux qui ne télétravaillent pas, parce que les conséquences dans la répartition des tâches vont retentir sur la totalité du collectif de travail. On a beaucoup parlé j'avais quelques questions, je les groupe, hein, vous ayant pendant peu de temps, sur notamment dans les souffrances qu'il y a pu y avoir, des risques assez graves d'isolement. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il y a une limite de 3 jours par semaine dans l'accord cadre. Est-ce que c'est des risques que vous avez pu ressentir et voir? Oui. Et effectivement, je pense que 3 jours de télétravail par semaine, c'est le maximum si on veut garder contact avec le reste du groupe, avec la réalité de travail et ne pas se retrouver isolé. C'est un des risques majeurs du télétravail. Et est-ce que vous intervenez aussi, on a eu beaucoup de questions sur les problèmes d'ergonomie des postes de travail, de bonne posture, de temps, etc., etc. Alors ça, ce sont des conseils qu'on peut donner à l'occasion de la consultation et certaines collectivités demandent une photo du poste de travail pour essayer de voir si ça peut correspondre ou pas. Et à ce moment-là, je donne un avis sur l'ergonomie du poste telle que je la vois à travers ces photos. C'est pas l'idéal.
Mais en même temps, on ne peut pas aller chez chacun pour vérifier l'installation au niveau du poste de travail. Donc, on peut remettre, il y a des guides qui sont élaborés du travail sur écran, des guides conseils qui sont très utiles là pour remettre aux agents. Qu'on peut retrouver sur des sites, sur le site de l'association peut-être? Alors, nous, on en a fait un au sein de la collectivité. Je pense que l'INRS avait émis aussi des brochures conseils sur le travail sur écran qui peuvent tout à fait être reprises. Et si je puis me permettre, dans l'accord cadre, il y a des renvois sur l'ANACT aussi, qui a des ressources assez intéressantes. Absolument. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti aussi des difficultés sur un thème qu'on évoquait tout à l'heure, qui était le contrôle abusif qu'il peut y avoir de temps en temps et les impacts que ça peut avoir sur la santé des agents? Moi, je n'ai pas été confrontée à ce contrôle abusif. J'ai été plutôt confrontée presque au contraire, c'est-à-dire que des managers qui avaient du mal à contrôler le travail. Mais là encore, c'est vraiment former les encadrants à ce nouveau mode d'exercice, à ce nouveau mode d'activité. Et puis peut-être une dernière question, parce qu'on arrive tout doucement au terme de cette émission un peu chaotique, mais je suis désolée. Ah non, mais vous y êtes. On connaît problème d'outils. Oui, absolument, problème d'outils. Ça concerne l'égalité, et notamment l'égalité homme-femme. D'ailleurs, on a produit dans certains médias un dessin humoristique à ce sujet-là. C'est que, et Laurence Rossignol, que j'interviewais il n'y a pas très longtemps, me disait que il y avait eu la période du Covid et du télétravail avait été un retour en arrière pour certaines femmes qui avaient beaucoup plus souffert de cette période-là que les hommes, et qui ont d'ailleurs travaillé en couple dans le même appartement. Il y a eu des découvertes intéressantes. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez confirmer et puis peut-être nous donner des pistes de réflexion? Alors oui, il y a eu à la première période de la pandémie ce genre de choses qui ont été exprimées. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. On est revenu à une situation plus normalisée et on n'est plus confronté beaucoup à ce genre de choses. Mais ceci dit, j'ai eu des hommes cadres qui ont exprimé aussi des situations de souffrance parce que assumer le travail, les enfants, l'école à la maison, les courses et le quotidien, c'était compliqué. Eh bien, écoutez, on va terminer peut-être sur une dernière question parce qu'elle vient d'arriver, donc qui est étonnante d'ailleurs. Est-ce qu'on peut prescrire du télétravail à la place d'un arrêt maladie? Alors non, le télétravail, c'est du travail. L'arrêt maladie, c'est de la maladie. Par contre, on peut utiliser du télétravail pour aider des personnes qui ont des problématiques de mobilité sur une période courte, de façon à ce qu'ils puissent quand même continuer à travailler sans avoir à subir les contraintes des déplacements pour venir sur le lieu de travail. Ça peut se faire. Et après, ça peut se faire plus durablement en limitant le nombre de jours de déplacement et donc en encourageant les 3 jours de télétravail. On peut l'utiliser de cette façon-là, mais ce n'est pas un arrêt maladie. Très bien. Alors, je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous proposer, je ne sais pas si, comme vous avez eu très peu de temps, si jamais il y a une question que je ne vous ai pas posée, dans les peu de questions que je vous ai posées, à laquelle vous auriez aimé répondre ou réaffirmer quelque chose ou nous rappeler quelque chose, profitez peut-être d'une dernière minute pour le faire ou nous dire un mot de l'association, je ne sais. L'association existe depuis des années. Nous sommes, nous, médecins des collectivités territoriales, assez isolés dans nos pratiques, dans nos collectivités. Et le but de l'association, c'est de partager, de réaliser des échanges de pratiques, de partager nos problématiques et les solutions qu'on peut mettre en place localement. C'est l'intérêt majeur. Et puis d'être un interlocuteur pour soit les différents partenaires, les mutuelles par exemple, mais aussi les autorités territoriales. Et trouver de nouveaux collègues peut-être? Ah, ça, ce serait bien. On en rêve. Mais je pense que la problématique est générale en santé au travail. Oui, absolument. Non, mais je veux dire, quand on traite d'un sujet comme le télétravail et des risques psychosociaux, plus il y aura de médecins territoriaux, mieux ce sera. Oui,
moins nous serons nous-mêmes soumis aussi aux risques psychosociaux. Oui, absolument. Ben voilà, le mot de la fin. Bien, écoutez, il va falloir terminer cette émission. Je vous remercie, Aline, merci d'avoir tenu le choc de mes questions. Merci d'avoir tout fait pour nous rejoindre, Florence Carvel. Et je vous en prie. Je suis désolée. Non, mais il n'y a aucun problème. Je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutaient, sont en capacité de comprendre les choses et puis des efforts que vous avez faits pour nous rejoindre. Je voudrais bien entendu remercier la MNT et la SMAC qui sont partenaires de cette émission. Vous dire que s'il y a des questions, et certaines nous sont arrivées que je n'ai pas posées, qui sont d'un ordre un petit peu plus juridique, je dirais, ou sur le contenu de l'accord cadre, ils peuvent poser les questions à VK Ligne Expert. Et puis, on vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Merci à toutes, à toutes les deux, vraiment, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.